À 18 ans, ma famille m'a effacé de l'entreprise de mon père et l'a vendue sans mentionner mon nom. Tu es trop jeune pour comprendre les affaires. Le jour de ma remise de diplôme, j'ai discrètement emporté mon invention cachée et je suis parti. Ils ignoraient ce que j'avais créé. L'acheteur l'a découverte. 11 mois plus tard. Je m'appelle Marlo Prescott et j'avais 17 ans et 362 jours quand ma famille a décidé que j'étais trop jeune pour comprendre les affaires. C'était la phrase exacte utilisée par mon oncle Bennett, debout dans notre salon à Asheville, en Caroline du Nord, portant le même blazer bleu marine qu'il avait mis pour les funérailles de mon père 8 mois plus tôt. Trop jeune pour comprendre les affaires, a-t-il dit de la façon dont on annoncerait à un enfant qu'il n'y a plus de glace. D'où, ferme et totalement fermé à toute discussion. Mon père, Callum Prescott, a créé Prescott Precision Instruments dans un garage pour 2 voitures en 1998, l'année avant ma naissance. Il a commencé avec un tour, un oscilloscope d'occasion et un contrat pour fabriquer des boîtiers de capteurs sur mesure pour une entreprise de dispositifs médicaux à Raleigh. Lorsque j'avais 10 ans, il avait 40 employés. À mes 15 ans, il en avait 92 et possédait un entrepôt à Fletcher qui sentait l'huile de machine et le café brûlé. Et le bruit des perceuses pneumatiques était la berceuse des week-ends de mon enfance. Mon père m'a laissé entrer dans l'atelier quand j'avais 7 ans. Il m'a donné des lunettes de sécurité qui ne cessaient de glisser sur mon nez et a dit aux usineurs de répondre à toutes les questions que je posais, quelle que soit leur importance. J'ai posé beaucoup de questions. J'ai demandé pourquoi les tolérances sur les pièces aérospatiales étaient plus strictes que sur les pièces médicales. J'ai demandé pourquoi les nouvelles machines CNC gâchaient plus de liquide de refroidissement que les anciennes. J'ai demandé pourquoi le service expédition utilisait 3 logiciels différents qui ne communiquaient pas entre eux. Il riait, d'un rire grand et chaleureux, et me disait que je dirigerais l'entreprise un jour. Il est mort un dimanche d'octobre 2024. Une crise cardiaque pendant son sommeil. Ma mère, Denise, l'a trouvé le matin et a poussé le genre de cri qui reste à jamais coincé entre les murs d'une maison. Je l'ai entendu, j'ai couru et je n'ai pas arrêté de courir dans ma tête pendant des semaines. Après cela, l'entreprise a été léguée à une fiducie. Je l'ai compris parce que j'avais écouté aux portes toute ma vie. Mon père avait créé la structure du trust avec son avocat Marvin Oslandé en 2019. Et les termes étaient simples, 40% à ma mère, 20% à chacun de mes 2 frères aînés, Grayson et Tat, et 20% pour moi, conservé dans le cadre d'un arrangement de tutelle jusqu'à mes 18 ans, âge auquel je recevrai un droit de vote complet et un siège au conseil d'administration. 20%. Ce n'était pas une participation de contrôle. Ce n'en était même pas proche. Mais c'était à moi. Et mon père l'avait mis par écrit, et il me l'avait dit une fois, lors d'un trajet en voiture pour rentrer de l'usine quand j'avais 14 ans, il voulait qu'au moins un de ses enfants aime vraiment le travail, pas seulement l'argent. J'aimais le travail. Mes frères aimaient l'argent. Toute l'histoire était là, en une seule phrase. Grayson avait 27 ans, il était assistant directeur des ventes dans une concession automobile à Charlotte, et il n'avait jamais mis les pieds dans l'usine sans se plaindre de l'odeur. Tat avait 24 ans, cherchait encore ce qu'il voulait faire de sa vie, ce qui signifiait surtout jouer au poker en ligne et demander de l'argent pour l'essence à ma mère. Aucun d'eux n'avait jamais posé la moindre question à mon père sur l'entreprise. Pas une seule. Mais dès la lecture du testament, ils sont devenus des experts. Soudain, Grayson s'y connaissait en EBITDA. Soudain, Tat avait des opinions sur les conditions du marché. Soudain, ma mère, qui avait passé 30 ans à dire à mon père qu'il travaillait trop, parlait de l'héritage de son feu mari et de la nécessité de le protéger. Protéger, c'est le mot qu'ils ont utilisé, comme si j'étais une menace. L'acheteur s'est présenté en janvier 2025, un groupe de capital investissement d'Atlanta nommé Marnell Holdings. Ils avaient un portefeuille de petites entreprises de fabrication dans tout le sud-est et offraient 18 millions de dollars pour Prescott Precision, en comptant et en actions, avec 60 jours pour conclure. J'ai appris l'existence de l'offre comme j'apprenais tout depuis la mort de mon père, par accident. Je suis rentré de l'école et ma mère était au téléphone dans la cuisine et elle ne m'a pas entendu entrer. Elle parlait à Bennett, son frère, qui était soudainement devenu le porte-parole de la famille pour toutes les questions financières, bien qu'il ait fait faillite personnelle en 2016. Je l'ai entendu demander, mais qu'en est-il de la part de Marlo ? Marvin a dit que sa signature est requise pour toute vente avant son anniversaire. Je me suis arrêté dans le couloir. Je n'ai plus respiré. La voix de Bennett est sortie du haut-parleur,
minuscule et confiante, on règle ça avant son anniversaire. Denise, écoute-moi. Elle a 17 ans. C'est une mineure. Tu es sa tutrice légale et la détentrice majoritaire de sa fiducie de tutelle. Tu as le pouvoir de signature. Marvin le sait. Je ne veux pas qu'elle se sente. A commencé ma mère. Elle ne ressentira rien, a coupé Bennett, parce qu'elle ne le saura pas tant que ce ne sera pas fait. Et d'ici là, ce sera 18 millions de dollars divisés en 4 et elle nous remerciera. Elle veut aller au MIT, n'est-ce pas? Sa part paye ça 10 fois. C'est un cadeau. Signe les papiers. Je me suis tenu dans le couloir et j'ai senti le sol basculer, pas une métaphore, le sol réel. Mes genoux se sont dérobés et j'ai posé ma main sur le mur pour ne pas tomber. Le mur était froid et je me rappelle avoir pensé, mon père a construit ce mur. Il a choisi cette peinture. Il a installé cette plainte un samedi de 2011 pendant que je lui tendais des clous. Je suis monté à l'étage sans faire de bruit. J'ai verrouillé la porte de ma chambre. Je me suis assise sur le bord de mon lit et je n'ai pas pleuré, ce qui m'a surprise parce que je pleurais mon père depuis 3 mois et je pensais avoir des larmes illimitées. Mais c'était différent. Ce n'était pas du chagrin. C'était la sensation spécifique et silencieuse d'être effacé. 20% de 18 millions de dollars, c'était 3,6 millions de dollars. C'est ce qu'il pensait me prendre. Mais il se trompait. Il ne me prenait pas de l'argent. Il prenait la promesse de mon père. Il prenait la dernière chose qu'il m'avait donnée, le siège à la table où il avait voulu que je m'assoie. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai fait ce que je faisais toujours quand le monde semblait trop grand. J'ai ouvert le dossier sur mon disque dur étiqueté avec une chaîne de chiffres aléatoires, le dossier dont personne dans ma famille ne soupçonnait l'existence, et j'ai regardé ce que je construisais depuis 2 ans dans un coin du laboratoire de R&D de Prescott Precision, les soirs et les week-ends. Quand tout le monde supposait que je traînais juste là parce que mon père me manquait. Le projet s'appelait Aperture. C'était un réseau de capteurs. Plus précisément, un module d'imagerie multispectrale miniaturisé qui pouvait être intégré dans des lignes d'inspection industrielles standards pour détecter des microfractures dans des pièces mécaniques à une résolution 40 fois supérieure à ce que Prescott vendait actuellement. Pour environ un tiers du coût. J'utilisais un algorithme propriétaire que j'avais écrit en Python puis réécrit en C++ après un cours en ligne suivi pendant l'été de mes 16 ans. J'avais construit le prototype dans le labo de R&D en utilisant des pièces qui avaient été passées en perte. J'avais comptabilisé mes heures comme du temps de stage non rémunéré. J'avais tout documenté dans un cahier de laboratoire privé que je gardais dans un tiroir fermé à clé de l'établi que mon père m'avait offert pour mon 12e anniversaire. L'établi était toujours là. Le cahier était toujours là. Le prototype 3 itérations maintenant était toujours là, enveloppé dans de la mousse antistatique à l'intérieur d'une mallette Pélican grise ordinaire sur laquelle j'avais collé une fausse référence de pièce pour que personne ne l'ouvre jamais. Personne chez Prescott Precision ne savait ce qu'était Aperture. Ni les ingénieurs, ni le directeur d'usine, ni ma mère, ni Bennett, ni les 2 hommes d'Atlanta avec leur chéquier de 18 millions de dollars. Seul mon père savait, et il était parti. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis resté assise dans le noir pendant un long moment. Et quelque part dans ce noir, j'ai pris une décision qu'il me faudrait 137 jours pour exécuter, et 11 mois de plus pour voir porter ses fruits d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. J'allais les laisser vendre l'entreprise. Et ensuite, j'allais sortir de là avec la seule chose dont ils ignoraient l'existence. Le lendemain matin après avoir surpris ma mère dans la cuisine, j'ai fait 3 choses avant de prendre mon petit déjeuner. Premièrement, j'ai envoyé un email à Marvin Oslandé depuis le compte crypté que mon père m'avait créé à mes 15 ans, quand il s'inquiétait de ce qu'il appelait la dynamique familiale. Deuxièmement, j'ai ouvert un tableur et j'ai commencé à cataloguer chaque composant, chaque ligne de code, chaque fichier d'étalonnage et chaque bout de papier qui composait le projet Aperture. Troisièmement, j'ai appelé la seule personne en dehors de ma famille qui m'ait jamais prise au sérieux en tant qu'ingénieur, la chef de la R&D de mon père, une femme nommée Priya Ramaswamy. Priya avait 41 ans, elle était tranchante comme du verre et avait été engagée par mon père en 2016 pour diriger l'équipe de développement des capteurs. Elle avait un doctorat de Georgia Tech et l'habitude de boire du thé chaud même en août. Mon père lui faisait plus confiance qu'à son propre frère. Et après sa mort, elle était la seule personne à l'usine qui me demandait encore comment j'allais vraiment. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Marlo, tu vas bien ?» « Priya,
Je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu me promettes de ne le dire à personne, ai-je demandé. Il y a eu un temps d'arrêt. Je l'ai entendu reposer sa tasse. Demande. Je lui ai tout raconté, enfin pas tout. Je lui ai dit que ma famille prévoyait de vendre l'entreprise avant mon 18e anniversaire, qu'ils allaient céder ma part en utilisant l'autorité de tutelle de ma mère, et que je construisais quelque chose dans le labo de RD depuis 2 ans qui n'était dans aucun système d'inventaire, dans aucun dépôt de brevet, et dans aucune conversation avec l'acheteur. Il y a eu un très long silence. Quel homme savait pour ce projet, murmura-t-elle enfin, n'est-ce pas? Il savait que je travaillais sur quelque chose. Il ne savait pas jusqu'où j'étais allé. J'ai fini le 3e prototype en septembre. Il est mort en octobre. Je ne lui ai jamais montré les dernières données d'étalonnage. Oh, ma chérie. Je n'ai pas pleuré. Je m'étais promis de ne pas pleurer pendant cet appel et je ne l'ai pas fait. Priya, est-ce que ce que je fais est légal? Prendre le prototype, le cahier, le code. Elle a réfléchi. Je pouvais l'entendre réfléchir. On aurait dit du thé qu'on remue. Tu l'as construit sur ton temps personnel, a-t-elle répondu lentement. Tu as utilisé des composants de réclamation qui étaient sortis des livres de compte. Ton père t'a inscrite comme stagiaire non rémunérée, ce qui signifie que tu n'étais pas une employée sous contrat d'œuvre commandé. Il n'y a pas d'accord de cession de propriété intellectuelle dans ton dossier, Marlo. Je le sais parce que j'audite les dossiers de RD chaque année en janvier. Tu n'as signé aucune cession de pays. Donc, c'est à toi. C'est à toi. Légalement, éthiquement, moralement, c'est à toi. Et Marlo, écoute-moi très attentivement. Si cette entreprise est vendue et si cette invention n'est pas divulguée à l'acheteur dans le cadre des actifs, alors quiconque signe la vente va se retrouver dans une position très inconfortable dans 11 mois. Quand l'acheteur se rendra compte de ce qui manque. Tu comprends ce que je te dis? Je comprenais. Je comprenais exactement ce qu'elle me disait. Priya, si je le prends, si je pars, tu vas m'en empêcher? Non, a-t-elle chuchoté. Je vais t'aider. Callum était mon ami et il aurait voulu que tu aies chaque morceau de ce que tu as construit. J'ai raccroché et je suis resté assise sur mon lit, m'accordant exactement 90 secondes de tremblement. Puis je me suis arrêté, je me suis habillé, je suis descendu et j'ai mangé des céréales en face de ma mère qui m'a posé des questions sur mon contrôle de calcul. Et je lui ai répondu sur mon contrôle de calcul sans laisser paraître le moindre détail indiquant que je l'avais entendu la veille vendre mon avenir pour 3,6 millions de dollars. Marvin Oslandé m'a répondu ce soir-là. Son email était court, Marlo, viens à mon bureau vendredi après les cours, seul. N'en parle à personne. Marvin. Vendredi, j'ai dit à ma mère que j'avais un groupe d'études. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Elle était constamment sur son téléphone depuis janvier, chuchotant, hochant la tête et prenant des notes sur un bloc légal qu'elle cachait dans un tiroir de sa table de chevet. J'avais vérifié. Les notes portaient sur les implications fiscales, les distributions de succession et une phrase qu'elle avait soulignée 2 fois, annulation par le bénéficiaire mineur. J'ai conduit jusqu'au bureau de Marvin dans la Volvo que mon père m'avait achetée l'été avant sa mort. C'était un modèle 2019, gris argenté, avec une bosse sur le pare-chocs arrière due à un choc contre une boîte aux lettres 2 semaines après l'obtention de mon permis. Mon père en avait ri. Il avait dit que ça donnait du caractère à la voiture. Il ne l'avait jamais réparé. Le bureau de Marvin était au-dessus d'une boulangerie sur Mérymont Avenue. Il avait 63 ans, était mince avec des cheveux blancs qu'il gardait trop longs pour un avocat et des lunettes de lecture qu'il portait sur une chaîne autour du cou. Il avait rédigé la fiducie de mon père en 2019 et connaissait mon père depuis 1994, à l'époque où il jouait dans la même ligue de basket pour plus de 30 ans avant que Marvin ne se déchire le genou. Il m'a prise dans ses bras quand je suis entré. Il ne m'avait pas serré dans ses bras aux funérailles. Il m'avait serré la main aux funérailles parce qu'il m'avait dit plus tard qu'il ne s'était pas fait confiance pour m'embrasser sans s'effondrer. Assieds-toi, gamine. Dis-moi ce que tu sais. Je lui ai tout raconté. La cuisine, Bennett, le prix de vente, la clôture en 60 jours, le plan de signature. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a enlevé ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. Marlo, il y a quelque chose que tu dois savoir sur la fiducie de ton père. Quelque chose que je n'ai pas dit à ta mère parce que ton père m'a spécifiquement demandé de ne pas le faire.
Mon estomac s'est noué. Il y a une clause, article 14, paragraphe C. Si un bénéficiaire tente d'aliéner, de vendre, de transférer ou de céder un actif de l'entreprise sans le consentement écrit de tous les bénéficiaires de la fiducie ayant atteint l'âge de la majorité, la transaction peut être contestée légalement et, dans la plupart des cas, annulée. Ton père a ajouté cette clause spécifiquement parce qu'il s'inquiétait pour tes frères. Donc ils ne peuvent pas vendre? Ils peuvent vendre. Ta mère a l'autorité de tutelle sur ta part jusqu'à tes 18 ans, elle peut signer en ton nom, c'est légalement valide. Mais, a-t-il dit en levant un doigt, si après tes 18 ans, tu découvres que la vente a été menée de mauvaise foi, si tu découvres que des actifs matériels ont été dissimulés. Si tu découvres que le devoir fiduciaire qui t'était dû en tant que bénéficiaire a été violé de quelque manière que ce soit, alors l'article 14 paragraphe C s'active et tu peux poursuivre, non seulement ta famille, mais aussi l'acheteur. Je l'ai regardé fixement. Marvin, pourquoi me dis-tu cela? Il a remis ses lunettes. Il semblait plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Parce que ton père m'en a fait la promesse. Il est venu me voir à l'été 2024, 3 mois avant sa mort. Il m'a dit qu'il s'inquiétait pour son cœur. Son père était mort à 58 ans et il en avait 57. Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, il voulait que je veille sur toi. Pas sur l'argent. Sur toi. Il m'a dit que Grayson et Tat essaieraient de t'évincer. Il m'a dit que ta mère les laisserait faire parce qu'elle avait toujours eu peur d'eux d'une manière dont elle n'avait pas peur de toi. Je ne pouvais plus respirer. Il m'a dit que tu étais la seule à comprendre ce qu'il avait construit. Et il m'a dit que si le jour venait où la famille essayait de te le prendre, je devais te dire une seule chose. Quoi? Marvin s'est penché en avant sur son bureau. Ne te bats pas avec eux pour l'entreprise. Batte-toi pour toi-même. Prends ce qui t'appartient et construis quelque chose de plus grand. Je suis restée assise là et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le matin de la mort de mon père. Je l'ai senti dans la pièce. Je l'ai senti assis à côté de moi sur ce canapé dans le bureau de Marvin, avec son grand rire chaleureux, ses lunettes de protection et sa main sur mon épaule disant « C'est ma fille ». J'ai ramené la voiture en silence. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas regardé mon téléphone. J'ai laissé les montagnes défiler floues derrière les vitres et j'ai laissé les plans se déposer dans ma poitrine comme une pierre jetée au fond d'une eau profonde. La vente aurait lieu. Je la laisserai se faire. Je ne préviendrai pas l'acheteur. Je ne dirai pas à ma famille ce que je savais. Je sourirai au dîner de clôture. Je signerai tous les formulaires de consentement que ma mère me présenterait dès le lendemain de mon 18e anniversaire parce que Bennett voudrait cette signature pour se couvrir. Et je la lui donnerai parce que ça n'avait pas d'importance. Et le jour de ma remise de diplôme, le 6 juin 2025, quand toute la famille serait distraite par les photos, le gâteau et l'illusion d'avoir gagné, j'irai à l'usine une dernière fois. J'ouvrirai l'établi que mon père m'avait offert. Je prendrai la mallette Pélican, le cahier et le disque dur externe contenant chaque ligne de code, et je sortirai de Prescott Precision Instruments en portant la seule chose qui finirait par valoir plus de 18 millions de dollars. Je me battrai contre eux, c'est certain, mais pas pour l'entreprise. Je me battrai pour l'avenir que mon père m'avait promis. Entre février et juin 2025, j'ai vécu 2 vies. Dans une vie, j'étais Marlowe Prescott, élève de terminale, dans le top 5 de ma promotion, accepté d'avance au MIT en génie mécanique avec une bourse de mérite partielle. Dans cette vie, je suis allé au bal de fin d'année dans une robe verte choisie par ma mère, j'ai repassé le SAT une dernière fois pour faire passer mon score en maths de 790 à 800, et j'ai laissé mes frères m'ébouriffer les cheveux à la table du dîner comme si j'étais un chiot. Dans l'autre vie, je cataloguais tout. Chaque nuit, après le coucher de ma mère, j'ouvrais mon ordinateur portable et je constituais un dossier, des photographies du prototype, des commises horodatées du code vers un dépôt privé. Des numérisations du cahier de labo page par page téléchargées sur 3 comptes cloud distincts sous des pseudonymes. Une attestation sous serment signée et notariée de Priya, datée du 17 février, confirmant que le projet Aperture avait été développé par Marlowe Prescott sur son temps personnel, à partir de composants mis au rebut, sans contrat de travail de commande. Une seconde attestation sous serment d'un usineur à la retraite nommé Hollis Ford, 71 ans, qui avait été le premier employé de mon père et qui m'avait regardé souder la première carte prototype au printemps 2023. Hollis a signé son attestation un samedi matin dans sa cuisine pendant que sa femme me faisait des pancakes. Fais attention à toi avec ça, gamine,
m'a-t-il averti en faisant glisser le papier sur la table. Ta famille ne sait pas ce qu'elle laisse filer. Je compte bien là-dessus, monsieur Ford. Il a ri et m'a tendu le sirop d'érable. La vente à Marnell Holdings s'est déroulée comme prévu. Ma mère a signé les papiers le 11 mars. Bennett était là. Mes frères étaient là. Marvin était là aussi, en sa qualité officielle d'avocat de la fiducie, et il a fait son travail avec une impassibilité professionnelle qui, je le savais, lui coûtait quelque chose. Il a croisé mon regard une fois dans la salle de conférence, et je lui ai fait un tout petit signe de la tête. Le virement est arrivé le 14 mars. 18 millions de dollars divisés en 4 selon la formule de la fiducie, 7,2 millions pour ma mère, 3,6 millions chacun pour Grayson et Tat, et 3,6 millions sur un compte de tutelle à mon nom, que ma mère contrôlait jusqu'au 6 juin. Grayson s'est acheté une Porsche en l'espace d'une semaine, une d'occasion, mais quand même. Il l'a conduite jusqu'au dîner du dimanche et a forcé tout le monde à sortir pour la regarder. Ma mère a frappé dans ses mains et a dit qu'elle était magnifique. Tat a remboursé ses dettes de carte de crédit, puis, 2 semaines plus tard, a emprunté 5 000 $ à ma mère pour couvrir ce qu'il a appelé un « problème de liquidité à court terme ». Ma mère a commencé à chercher des appartements en Floride. Personne ne m'a demandé ce que je voulais faire de ma part. Pas une seule fois. Bennett m'a apporté un formulaire de consentement le 18 mars. Il a fait l'air de rien, à la table de la cuisine après le dîner, en faisant glisser un dossier vers moi comme s'il s'agissait d'une autorisation pour une sortie scolaire. Juste une formalité, ma chérie. Ta mère a signé en ton nom à cause du calendrier. Mais comme l'argent va de toute façon sur un compte de tutelle pour toi, nous voulons que tu signes un consentement rétroactif pour le dossier. Marnell l'a demandé. Une sorte de ceinture et bretelles. J'ai regardé le formulaire. J'ai regardé Bennett. Il portait à nouveau ce blazer bleu marine. Il avait perdu du poids depuis janvier. Vendre une entreprise devait être un exercice aérobique. Je dois le lire? Tu peux si tu veux, mais c'est standard. Ça dit juste que tu es au courant de la vente et que tu en acceptes les termes. Ta mère avait toute autorité. C'est juste pour nettoyer le dossier. Je l'ai lu quand même. Lentement, je l'ai fait attendre près de 15 minutes. J'ai vu sa mâchoire se crisper minute après minute. Puis j'ai pris le stylo, j'ai signé, j'ai daté du 18 mars 2025 et j'ai fait glisser le dossier vers lui. Voilà, oncle Bennett. C'est ma fille. Je ne l'ai pas regardé quand il a dit ça. Si je l'avais regardé, je l'aurais peut-être frappé. À l'école, je n'ai dit ce qui se passait qu'à une seule personne. Elle s'appelait Sable Whittaker, ma meilleure amie depuis le CM2. Et elle a réagi comme j'avais besoin qu'elle réagisse, elle s'est assise très immobile sur le sol de sa chambre, a écouté sans m'interrompre, puis, à la fin, m'a posé une question, de quoi as-tu besoin que je fasse? Rien pour l'instant. Peut-être plus tard. J'aurai peut-être besoin d'un témoin. Quand tu veux, quoi que ce soit, tu n'as qu'un mot à dire. Sable était la seule personne de mon âge qui savait ce qu'était Aperture. Je lui avais montré une démonstration en décembre dans son garage en utilisant un bras de suspension cassé de la Jeep de son père. Le capteur avait détecté une microfracture invisible à l'œil nu, l'avait cartographiée en 3 dimensions sur l'écran de mon ordinateur portable et avait calculé la durée de vie résiduelle avant fatigue à environ 11 300 cycles. Son père avait regardé l'écran pendant 1 minute entière en silence, puis avait remplacé le bras de suspension le lendemain matin. « Marlowe, avait-il murmuré, c'est toi qui as construit ça? » « Oui, monsieur. »« Quel âge as-tu? » ?»« 17 ans. » Il avait secoué la tête et était rentré chez lui pour appeler son mécanicien. Ce souvenir m'a permis de tenir pendant les mois de mars et d'avril. Le souvenir de la tête du père de Sable. Le souvenir de Hollis Ford me tendant le sirop d'érable. Le souvenir de la voix de Priya au téléphone me disant « C'est à toi ». Les gens de Marnell ont commencé à inspecter l'usine en avril. Ils ont amené des consultants. Ils ont amené des ingénieurs. Ils sont passés par le laboratoire de R&D. Et l'un d'eux, un homme d'une 50aine d'années avec une barbe, s'est arrêté devant mon établi dans le coin. « À quoi sert ce poste ?» a-t-il demandé au directeur d'usine. Le directeur d'usine, un homme bien nommé Denny Yao qui travaillait pour mon père depuis 15 ans, a jeté un coup d'œil à l'établi puis vers moi. Je me tenais dans l'encadrement de la porte. J'étais venu après les cours,
ostensiblement pour récupérer un livre que j'avais laissé dans le bureau de Priya. En réalité, j'étais venu voir si quelqu'un allait toucher à l'établi. C'était l'établi de la fille de Callum, a expliqué Denny. Un stage. Elle a construit des projets scolaires ici. Rien pour la production. Est-ce inventorié? Non. Usage personnel uniquement. Approuvé par Callum. L'homme à la barbe a hoché la tête. Il est passé à autre chose. Mon cœur n'a recommencé à battre que lorsqu'il a été de l'autre côté de la pièce. Denny m'a retrouvé dans le couloir quelques minutes plus tard. Marlowe. Oui. Cet établi est toujours à toi. Tout ce qui s'y trouve est à toi. Tu comprends? Je comprends. Ton père me l'a fait promettre. Le même jour où il l'a fait promettre à Priya. Le même jour où il l'a fait promettre à Marvin. Il savait. Ma chérie, il savait. Je n'ai pas pleuré dans le couloir de l'usine. J'ai gardé mes larmes pour la voiture. Je suis resté assise dans la Volvo sur le parking pendant 20 minutes et j'ai pleuré comme on pleure quand quelqu'un qu'on aime est mort depuis 6 mois et qu'on vient de réaliser que, d'une manière minuscule et impossible, cette personne essaie encore de vous protéger. La vente a été conclue le 2 mai 2025. Il y a eu un dîner dans un restaurant de grillade à Asheville. Ma mère portait une nouvelle robe. Grayson a porté un toast à papa. Tat s'est enivré et a raconté une histoire sur papa qui était fausse ou une histoire où papa lui aurait soi-disant laissé conduire un chariot élévateur à 12 ans. Cela n'était jamais arrivé. Papa n'avait jamais laissé Tat approcher d'un chariot élévateur. Tat avait toujours eu peur de l'usine, mais ma mère a ri, a essuyé ses yeux et a dit « Oh, mon chéri, il serait si fier. » Les gens de Marnell étaient là. 2 d'entre eux, l'homme barbu de la RD, et une femme nommée Karine Aveston, qui était l'associé responsable de la transaction, la quarantaine, dans un tailleur noir avec le genre de montre qui coûte plus cher qu'une voiture d'occasion. Elle s'est assise en face de moi à la table et m'a posé des questions polies sur le MIT et sur mes projets pour l'été. Je lui ai répondu poliment. Je ne l'ai pas regardée dans les yeux trop longtemps. Je ne voulais pas qu'elle voie quoi que ce soit. À la fin du dîner, elle m'a tendu sa carte de visite. Si jamais tu veux parler d'une carrière d'ingénieur, Marlowe, n'hésite pas à me contacter. Ton père a construit quelque chose de remarquable. J'imagine que c'est de famille. J'ai pris la carte. Je l'ai mise dans mon portefeuille. Je ne savais pas alors que je lui enverrais un email exactement 11 mois et 2 semaines plus tard, et que cet email commencerait par 6 mots qui changeraient tout, vous avez acheté un ensemble incomplet. La remise des diplômes a eu lieu un vendredi, le 6 juin 2025. Lycée Reynolds. 247 diplômés en robe bleue en polyester sur un terrain de football américain, et ma famille au 3e rang des gradins visiteurs me faisant des signes toutes les 30 secondes comme si je pouvais oublier qu'ils étaient là. J'ai traversé la scène. J'ai serré la main du proviseur. J'ai déplacé le pompon de mon chapeau. Tout cela a pris 46 minutes. Ensuite, il y a eu les photos. Ma mère voulait une photo avec nous 4, Grayson, Tat, moi et elle. Elle avait un photographe, un ami de son club de lecture, et elle nous a fait poser sur les marches d'entrée du lycée sous la chaleur de juin pendant que le photographe nous disait de faire un sourire. Et tout le monde a souri, sauf moi, qui ai dit le mot « sourire » sans esquisser une grimace. Grayson l'a remarqué. Allons, Marlowe. C'est la remise des diplômes. Souris. Je souris. On dirait qu'on t'a volé ton chien. Personne n'a volé mon chien, Grayson. Il a levé les yeux au ciel. Tatari. Ma mère a soupiré et a dit au photographe de simplement prendre la photo. Une fête était prévue à la maison cet après-midi-là. La famille élargie, Bennett et sa femme, quelques personnes du club de lecture de ma mère, une poignée de mes amis, un traiteur du restaurant de barbecue sur Tunnel Road, un gâteau qui disait « Félicitations Marlowe » en glaçage bleu. Ma mère l'avait commandé à l'avance. J'ai dit à ma mère que je la rejoindrais à la maison dans 1 heure. Je devais aller récupérer mon album de fin d'année. C'était un mensonge. J'avais déjà récupéré mon album. Il était dans le coffre de la Volvo. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit de ne pas être en retard. Grayson a glissé une petite boîte bleue dans ma main alors que je m'éloignais. À l'intérieur se trouvait un bracelet Tiffany en argent, fin, avec un breloque en forme de cœur. Félicitations, gamine.
Désolé d'avoir été distant. Ça a été une année difficile pour nous tous. Je l'ai regardé. J'ai regardé le bracelet. Je l'ai regardé à nouveau. Merci, Grayson. J'ai mis le bracelet. Je l'enlèverai plus tard. Je le mettrai dans un tiroir et je ne le regarderai plus pendant très longtemps. Mais pour l'instant, je l'ai laissé faire son geste parce que je n'avais pas besoin qu'il sache quoi que ce soit. J'ai conduit jusqu'à l'usine. Le parking était presque vide. Les vendredis après 17 h, la majeure partie de l'atelier fermait. Il y avait quelques voitures sur le parking avant, l'équipe du soir et les gens des bureaux. Je me suis garé sur la place visiteur. J'avais un badge. Mon père m'en avait fait un quand j'avais 12 ans et personne ne me l'avait jamais retiré. Priya avait vérifié, le système le reconnaissait toujours. Elle s'en était assurée. Je suis entré par la porte latérale. Denny était dans son bureau au téléphone et a levé la main pour me saluer sans interrompre son appel. Priya n'était pas là. Priya avait pris sa journée délibérément. Elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas être témoin de ce qu'elle appelait un « enlèvement tout à fait légal de biens personnels ». Le labo de RD était vide. Les lumières du plafond étaient éteintes. Seule la petite lampe sur l'établi dans le coin était allumée. Je l'avais laissée allumer le matin même. J'étais venu brièvement à 7 h avant la cérémonie pour préparer les choses. La mallette Pélican était sous l'établi, dans un meuble derrière une pile de vieux dessins d'outillage. Le cahier de labo était dans le tiroir du haut, enveloppé dans un tissu noir. Le disque dur externe était dans un sac en millard dans un deuxième tiroir, scotché sous un plateau en plastique. J'ai tout pris. J'ai tout mis dans un sac en toile que j'avais apporté. Le sac venait d'une journée portes ouvertes du MIT à laquelle j'avais assisté en avril, et il portait l'inscription Massachusetts Institute of Technology en petites lettres bordeaux sur le côté. Cela semblait approprié. Je me suis arrêté avant de partir. J'ai passé ma main sur le dessus de l'établi. Le bois était marqué et taché. Il y avait une trace de brûlure faite par un fer à souder que j'avais fait tomber en 2023. Il y avait une trace de tasse à café laissée par mon père en 2021. J'ai dit quelque chose à la pièce vide, quelque chose de calme, quelque chose que je n'écrirai pas ici parce que c'était entre lui et moi. Puis je suis sorti. Denny m'a fait un signe de la main en me voyant partir. Je lui ai répondu. Sur le parking, j'ai posé le sac en toile sur le plancher du côté passager, je l'ai attaché avec la ceinture de sécurité parce que je ne faisais pas confiance à la route pour ne pas faire de secousses, et je suis rentré chez moi. La fête battait son plein quand je suis arrivé. Des voitures étaient garées tout le long de la rue, de la musique jouait sur la terrasse arrière, quelqu'un riait trop fort dans le jardin avant. J'ai apporté le sac à l'intérieur. Personne n'a remarqué. Je suis monté dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte. J'ai mis le sac tout au fond de mon placard, derrière mes manteaux d'hiver, sous une boîte de vieux manuels scolaires. Puis j'ai changé de haut, je suis descendu et j'ai laissé ma mère me présenter à un voisin que je connaissais depuis toujours. Bennett m'a coincé près du bol de punch 1 heure plus tard. Il tenait une assiette en carton avec de la poitrine de bœuf de barbecue et du salade de choux, et il en était déjà à sa deuxième bière. Alors, le MIT, Boston. Une grande fille de la ville maintenant. Boston n'est pas si grande, oncle Bennett. Tu vois ce que je veux dire. Il a bu une gorgée. Écoute, je veux te dire quelque chose. D'adulte à adulte. Je me suis préparé. Je sais que la vente a été difficile. Je sais que c'est allé vite. Je veux que tu saches, gamine, que tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour la famille. Pour toi aussi. Ton père, que son âme repose en paix, a construit quelque chose de grand, mais cette industrie était en train de changer. Marnell a les ressources pour passer au niveau supérieur. C'était la bonne décision. Et tu as eu ta part. Tu as ton avenir. J'ai mon avenir. C'est vrai. Merci, oncle Bennett. Il a souri. Il a entrechoqué sa bière contre mon verre de thé glacé. Il s'est retourné et s'est éloigné vers Grayson, qui montrait la Porsche à un cousin de Greensboro. Je suis resté là, j'ai bu mon thé et j'ai regardé la pièce. Ma mère près de la porte arrière en train de rire. Tad sur le canapé en train de faire défiler son téléphone. Grayson faisant le spectacle dans l'allée. Bennett avec sa bière.
La maison que mon père avait construite pour nous, les meubles qu'il avait choisis avec ma mère en 2008 quand ils avaient rénové, les photographies sur le mur montrant des anniversaires et des Noëls, et une photo spécifique de mon père et moi à l'usine quand j'avais 9 ans. Tous les deux avec des lunettes de sécurité, tous les deux grands souriants. J'ai regardé la photo pendant un long moment. J'ai regardé son visage. Il avait su que ce jour viendrait. Il avait su que je devrais sortir de la maison qu'il avait construite en portant la seule partie de lui qui comptait. Il s'était assuré que je puisse le faire. À 21h, je suis allé me coucher tôt. J'ai dit à ma mère que j'étais fatigué. Elle m'a embrassé sur le front, m'a dit qu'elle m'aimait et m'a dit de ne pas être trop triste parce que le changement était difficile, mais que la vie était longue. Je ne suis pas triste, maman. Oh, ma chérie, bien sûr que tu le es. Non, maman. Je ne le suis vraiment pas. Elle m'a regardé un instant. Quelque chose a traversé son visage. De la confusion peut-être, ou le tout premier frémissement d'une question qu'elle ne penserait à poser que 11 mois plus tard. Puis elle a souri et m'a dit de bien dormir. Et elle a fermé la porte. Et je suis resté assis sur mon lit dans le noir, j'ai écouté la fête en bas, et j'ai pensé à tous les cartons que je devais encore faire avant de partir pour Cambridge en août. Et j'ai pensé à la mallette Pélican au fond de mon placard. Et j'ai pensé aux années qui m'attendaient. Et pour la première fois depuis la mort de mon père, je n'avais pas peur. J'étais éveillé. Je suis parti pour Cambridge le 18 août. Ma mère a pleuré à l'aéroport. Grayson était déjà reparti à Charlotte. Tat m'a accompagné jusqu'à la sécurité avec les mains dans les poches et m'a dit de lui envoyer un texto si j'avais besoin de quoi que ce soit, ce que j'ai pris pour une formalité puisque Tat ne m'avait pas envoyé de texto en premier depuis 3 ans. J'ai pris l'avion pour Boston avec 2 valises et un bagage à main. Le bagage à main contenait la mallette Pélican emballée dans des chaussettes et des pulls, rembourrée si soigneusement qu'un agent de la TSA m'a demandé au point de contrôle ce qu'il y avait à l'intérieur. Un prototype de capteur, un projet d'ingénierie personnelle, de l'électronique à semi-conducteur, pas de batterie. Il a hoché la tête et m'a laissé passer. J'avais répété cette phrase pendant 6 semaines. Le MIT m'a installé dans un dortoir du côté ouest du campus. Ma colocataire était une fille de Séoul nommée Yarimbe qui étudiait la biologie computationnelle et possédait 6 plantes d'intérieur et un violon. Nous nous sommes tout de suite entendus, ce qui a été un soulagement. Je n'avais pas l'énergie émotionnelle de gérer une colocataire difficile en plus de tout le reste. Mon plan pour ma première année était simple, entrer au MIT, garder de bonnes notes, ne parler d'aperture à personne, trouver un professeur en qui j'avais confiance, perfectionner le prototype, déposer un brevet provisoire avant la fin de mon 2e semestre. Puis commencer à chercher quelqu'un qui comprenait vraiment le marché de l'inspection industrielle. J'ai tout fait. Le professeur que j'ai trouvé était le docteur Alina Marchetti du département de génie mécanique, qui dirigeait un laboratoire axé sur les essais non destructifs. Elle avait une 50aine d'années, était italienne passée par Buenos Aires et le MIT, et avait publié 47 articles sur les systèmes d'inspection ultrasonique et optique. Je lui ai envoyé un email en septembre pour lui demander si je pouvais lui parler d'un projet personnel. Elle m'a répondu en 3 lignes, venez aux heures de permanence jeudi. Apportez le projet, n'apportez pas de blabla. J'ai apporté la mallette Pélican. J'ai apporté le cahier. J'ai apporté un ordinateur portable avec le code. Je me suis installé dans son bureau un jeudi après-midi d'octobre et j'ai fait une démonstration sur un support en titane qu'elle a retiré de son propre bureau. La démonstration a duré 11 minutes. Quand ce fut fini, elle est restée silencieuse pendant près d'1 minute entière. Puis elle a retiré ses lunettes de lecture et les a posées sur le bureau. Mademoiselle Prescott, qui d'autre a vu cela? 3 personnes, mon père, qui est décédé, sa chef de RD, et ma meilleure amie de ma ville natale. Des démonstrations commerciales? Un ami de la famille. Informel. Aucune documentation de son côté. Des brevets déposés. Aucun. Des divulgations publiques, conférences, articles, réseaux sociaux. Aucun. Elle s'est adossée à son fauteuil. Elle m'a regardé pendant un long moment. Savez-vous ce que vous avez construit? J'en ai une petite idée, professeur. Savez-vous à quoi ressemble le marché pour cela? Le marché de l'inspection industrielle représente environ 19 milliards de dollars à l'échelle mondiale, avec une croissance d'environ 6% par an.
L'aérospatial, l'automobile, les dispositifs médicaux et l'énergie en sont les plus grands segments. Les systèmes d'inspection standard actuels pour la détection de microfractures à la vitesse d'une ligne de production coûtent entre 40 000 et 120 000 $ par unité. Mon module à l'échelle pourrait être produit pour moins de 6 000 $. Elle m'a dévisagé. Vous avez fait vos devoirs. Mon père m'a appris. Elle a hoché la tête lentement. Elle a remis ses lunettes. Nous allons déposer un brevet provisoire ce mois-ci. Mon laboratoire fournira les ressources. En échange, vous présenterez ce travail lors d'une session à huis clos au consortium d'essais non destructifs à Cambridge en avril. Pas de presse, pas de divulgation publique, juste les bonnes personnes dans la bonne pièce. Vous comprenez ce que je dis? Oui, madame. Et mademoiselle Prescott? Oui. Quoi qu'il vous soit arrivé avant d'arriver ici. Quelle que soit la situation familiale qui a mis ce regard sur votre visage quand vous êtes entré. Je ne vais pas vous poser de questions. Mais si vous voulez un jour me le raconter, ma porte est ouverte, et si quelqu'un essaie de vous reprendre cela, il devra d'abord passer par moi. Est-ce bien compris? J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. Elle m'a tendu un mouchoir d'une boîte sur son bureau sans faire de commentaire, m'a demandé si je voulais un café, j'ai dit oui, et nous avons marché jusqu'au petit café du bâtiment d'ingénierie pendant qu'elle me parlait du temps qu'il faisait pendant 10 minutes. Le temps que je retrouve ma contenance. En décembre, j'avais un brevet provisoire déposé par l'intermédiaire du bureau de transfert de technologie du MIT. Mon nom y figurait en tant qu'unique inventrice. La date de dépôt était le 2 décembre 2025, mais la date d'invention documentée dans le dossier était mars 2023, appuyée par l'attestation de Priya, celle de Hollis et les commis de code horodatés. Le brevet provisoire me donnait une année entière pour déposer le brevet d'invention définitif et verrouiller ma date de priorité. Le professeur Marchetti a fait intervenir 2 collègues sous accord de confidentialité. L'un était un avocat spécialisé en brevet nommé Robert Clincessor, qui travaillait avec le bureau de transfert de technologie. L'autre était une femme nommée Adiz, entrepreneur en résidence à l'initiative d'innovation du MIT, qui avait guidé 3 entreprises de capteurs du laboratoire à l'acquisition. Adiz a examiné mon travail en janvier 2026. Elle avait 44 ans, était directe et portait des bottes en cuir qui faisaient un bruit spécifique dans le couloir, bruit que j'ai fini par associer aux bonnes nouvelles. Marlo, je vais te dire quelque chose et tu ne vas pas discuter avec moi. D'accord. Tu vas finir ta première année. Tu vas maintenir tes notes, et cet été, nous allons créer une société. Je vais investir les premiers 250 000 $. Tu vas garder 65% du capital. Je vais prendre 12%. Le reste ira dans une réserve d'actions pour les employés et une petite allocation pour le professeur Marchetti en tant que conseillère scientifique. As-tu des questions? Une seule. Vas-y. Pourquoi? Elle a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire d'affaires, mais il y avait quelque chose en dessous. Parce qu'en 20 ans d'exercice, Marlo, je n'ai jamais vu une démonstration technique aussi propre venant de quelqu'un de ton âge. Parce que j'ai appelé un contact au consortium d'essais non destructifs et qu'il m'a dit qu'Alina Marchetti ne parraine pas d'étudiants à moins qu'elle ne pense qu'ils vont changer le domaine. Et parce que j'ai fait des recherches sur ton père, Callum Prescott, et que j'ai lu les articles de la presse spécialisée de 2019 quand Prescott Precision a gagné le prix de l'innovation pour ses boîtiers de capteurs de qualité médicale, et je sais exactement ce que ta famille a vendu. Et j'ai une très bonne idée de ce qu'ils ne savaient pas qu'ils vendaient. Je l'ai dévisagé. Vous avez cherché tout ça? Marlo, j'investis sur toi. Je cherche tout. Et Marlo, je vais te donner un conseil gratuit, quand le jour viendra et il viendra où Marnell Holdings se rendra compte de ce qu'ils ont acheté et n'ont pas acheté, ne leur parle pas seul. Tu m'appelles, tu appelles Robert, tu appelles Alina, tu ne t'assois pas dans une pièce avec eux toute seule. Tu comprends? J'ai hoché la tête. J'avais compris. La société a été créée discrètement le 1er juillet 2026 dans le Delaware. Elle s'appelait Callum Optic. J'avais réfléchi au nom pendant un long moment. Je m'y étais arrêté en juin, le jour de l'anniversaire de la mort de mon père, assise sur le sol de ma chambre de dortoir avec une photo de lui sur les genoux. Le premier produit serait le module Aperture, perfectionné et préparé pour la production. Les premiers clients, si tout se passait bien,
seraient des équipementiers aérospatiaux de rang 2 qui n'avaient pas les moyens de s'offrir les grands systèmes existants. Je n'ai rien dit de tout cela à ma famille. Je ne l'ai pas dit à ma mère. Je ne l'ai pas dit à mes frères. Je ne l'ai pas dit à Bennett. Je ne l'ai dit à personne à Asheville, sauf à Priya, Hollis, Marvin et Sable. 4 personnes, 4 lèvres scellées. Pendant ce temps, 400 km plus au sud, dans une usine de Fletcher, en Caroline du Nord, Karine Aveston et son équipe de Marnell étaient au milieu de ce qu'ils décriraient plus tard dans une déposition comme la fusion post-acquisition la plus frustrante de leur carrière. Parce que leur nouvelle entreprise, celle qu'ils avaient achetée à ma famille pour 18 millions de dollars, réalisait des performances inférieures à toutes les projections. Et ils ne parvenaient pas, pour la vie d'eux, à comprendre pourquoi. Marnell Holdings avait acheté Prescott Precision en partant du principe que le cœur de métier des boîtiers de capteurs de l'entreprise disposait d'un avantage technique défendable. Cet avantage, selon le rapport d'audit préalable, du diligence, résidait dans le portefeuille de RD, plus précisément dans un module d'inspection de nouvelle génération en cours de développement dont la rumeur disait que Callum Prescott le concevait avant sa mort. Le rapport d'audit avait été rédigé en février 2025. Il citait 3 sources pour cette rumeur. L'une était un client d'une entreprise de dispositifs médicaux à Raleigh qui avait mentionné que Callum lui avait dit que quelque chose de passionnant arrivait. Une autre était un fournisseur qui avait remarqué des achats accrus de composants optiques spécifiques. La troisième était Grayson Prescott, mon frère, qui, pendant le processus de vente, avait dit aux acheteurs et je cite le procès-verbal de déposition que je lirai plus tard, « Ouais, papa travaillait sur quelques de grands. Une sorte de nouveau capteur, ça doit être quelque part dans les projets en cours. » Les acheteurs avaient intégré ce projet dans le prix de l'offre. Pas de manière explicite. Il n'y avait pas de ligne dans l'affectation du prix d'achat intitulé « Invention cachée », mais il y avait une majoration de 2,4 millions de dollars dans la catégorie « Écart d'acquisition » et des emails internes chez Marnell, divulgués plus tard lors de la procédure juridique. Faisaient référence à cette majoration comme le « potentiel RD ». Ils avaient supposé, en d'autres termes, qu'en prenant possession du labo de RD, ils trouveraient l'invention. Ils n'ont pas trouvé l'invention. Ils ont retourné ce laboratoire pendant l'été et l'automne 2025. Ils ont interrogé chaque ingénieur. Ils ont audité chaque dossier. Ils ont analysé chaque disque dur. Priya, qui était restée chef de la RD dans le cadre d'un accord de transition, a joué les ignorantes de la manière dont seule une personne très intelligente sait le faire. Elle leur a montré les projets enregistrés. Elle leur a montré les plans de boîtier. Elle leur a montré le travail d'étalonnage. Elle a répondu à leurs questions de plus en plus frustrées avec un calme professionnel et patient. Priya, Callum a dit à un client que quelque chose de grand arrivait. Qu'est-ce que c'était? Callum disait beaucoup de choses à beaucoup de clients. Il était autant vendeur qu'ingénieur. Je ne peux pas vous dire ce qu'il entendait par cette remarque spécifique. Y avait-il un capteur de nouvelle génération en développement? Il y avait plusieurs améliorations de produits en développement. Elles sont toutes documentées dans les dossiers que je vous ai fournis. Est-ce que quelqu'un d'autre développait quelque chose en dehors des registres, des projets personnels, quoi que ce soit? Pas à ma connaissance dans mon rôle de chef de la RD. Cette réponse était techniquement vraie. Dans son rôle de chef de la RD, elle n'en avait pas connaissance. Elle en avait connaissance en tant qu'amie personnelle de la famille Prescott. C'était un rôle différent et on ne lui avait pas posé la question sous ce chapeau-là. Priya a démissionné de Marnell en octobre 2025. Elle a pris un poste chez un concurrent à Charlotte. Elle a fait très attention lors de son départ à ne rien dire qui violerait son accord de transition. Pendant ce temps, l'homme barbu de la RD chez Marnell, qui s'appelait Douglas Prendergast, devenait obsédé par la question de savoir ce qui manquait. Il avait 56 ans, était un ingénieur expérimenté en fusion-acquisition, et il n'aimait pas qu'on se moque de lui. Il a commencé à relire chaque document du dossier d'audit. Il a commencé à appeler les anciens employés. Il a appelé Denny Yao, qui avait pris sa retraite en septembre plutôt que de continuer sous la nouvelle direction. Denny a poliment dit à Douglas qu'il n'avait aucune idée de quoi il parlait. Douglas a appelé Hollis Ford. Hollis avait 71 ans et avait pris sa retraite de l'usine en 2019. Hollis, lorsqu'on l'a interrogé sur d'éventuels projets personnels à l'usine, a livré ce que je crois être un monologue magistral de 2 minutes sur la façon dont les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas le travail acharné et comment, à son époque,
Les usineurs savaient réellement à quoi servait un pied à coulisses. Et Douglas a fini par abandonner, la remercier et a raccroché. Hollis m'a appelé ce soir-là. Il ricanait. Gamine, ce gars pêchait tellement fort que j'entendais la ligne. Que lui avez-vous dit, monsieur Ford? Je lui ai parlé de pied à coulisses, ma chérie. Je lui ai parlé de pied à coulisses pendant 2 minutes d'affilée. J'ai ri jusqu'à en perdre le souffle. Le tournant pour Marnell est arrivé en avril 2026, et il n'est pas venu de Douglas Prendergast. Il est venu d'une publication spécialisée. Le professeur Marchetti m'avait autorisé à faire une présentation au consortium d'essais non destructifs à Cambridge le 12 avril. C'était une session fermée, sur invitation uniquement, avec environ 90 participants, sans presse. Mais un participant, un ingénieur d'un fabricant de pièces aérospatiales de taille moyenne dans l'Ohio, a écrit un court message sur LinkedIn après coup, mentionnant une présentation impressionnante sur la détection de microfractures à haute résolution faite par une chercheuse prometteuse en licence au MIT. Il ne m'a pas nommé. Il n'a pas nommé la technologie, mais il a écrit 3 phrases qui incluaient les termes « module aperture » et « résolution améliorée de 40 fois ». Douglas Prendergast avait une alerte Google configurée pour l'expression « résolution améliorée de 40 fois ». Elle tournait depuis décembre. Il a cliqué sur le message LinkedIn à 9h47 le matin du 15 avril 2026. Il l'a lu 3 fois. Il est ensuite allé dans le bureau de sa collègue, a fermé la porte et a passé un appel téléphonique à Karine Aveston. Karine m'a envoyé un email à 14h cet après-midi-là. L'objet était « reprise de contact ». Le corps de l'email était court et professionnel. Elle écrivait qu'elle avait suivi mes progrès au MIT avec intérêt, qu'elle aimerait beaucoup prendre de mes nouvelles, et qu'elle serait à Boston la semaine suivante pour d'autres affaires et apprécierait 30 minutes de mon temps. Elle a suggéré de prendre un café dans un hôtel près de la Charles River. J'ai lu l'email 3 fois. Puis je l'ai transféré à Adiz, à Robert Clincessor et au professeur Marchetti. Mon objet était « c'est l'heure ». Adiz m'a appelé dans les 20 minutes. Ne réponds pas tout de suite. Ne réponds pas seul. Nous allons rédiger la réponse ensemble. Et Marlowe, écoute-moi. C'est là que tu dois décider de ce que tu veux. Veux-tu de l'argent? Veux-tu des excuses? Veux-tu un affrontement? Veux-tu un accord? Veux-tu tout brûler? Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais tu dois savoir ce que tu veux avant de répondre. Je suis resté avec cette question pendant une journée entière. Qu'est-ce que je voulais? Je ne voulais pas d'argent pour le simple fait d'avoir de l'argent. J'avais déjà une entreprise. J'avais 250 000 $ en banque grâce à l'investissement d'Adiz. J'avais des projections qui suggéraient que Calom Optic pourrait valoir plusieurs multiples de ce que Marnell avait payé pour Prescott Precision d'ici 5 ans. Je ne voulais pas d'excuses de Marnell. Ils ne m'avaient rien fait directement. Ils avaient été induits en erreur, mais ils avaient aussi été négligents. Ils n'avaient pas fait le travail d'audit qui leur aurait permis de découvrir la vérité. C'était leur problème. Je voulais 3 choses. Je voulais que le nom de mon père soit à nouveau sur quelque chose qui comptait pas l'activité des boîtiers, ça appartenait à Marnell maintenant, mais quelque chose qui portait la marque Prescott. Calom Optic le faisait. C'était déjà réglé. Je voulais que ma famille sache ce qu'elle avait fait. Pas vraiment par vengeance, bien que je ne prétende pas qu'il n'y en avait pas une part. Mais pour que les faits soient établis, pour le moment où ma mère, Bennett, Grayson et Tad devraient tous faire face à la réalité de ce qu'ils avaient balayé d'un revers de main quand ils m'avaient dit trop jeune pour comprendre les affaires. Et je voulais que Marnell m'affranchisse de l'ombre de mon père, non pas en achetant Calom Optic à aucun prix, mais en reconnaissant sur papier qu'ils avaient acheté Prescott Precision sans le joyau de la couronne, que ce joyau n'avait jamais été à eux. Et qu'ils n'avaient aucun droit sur la technologie qu'ils avaient ratée. Je voulais qu'ils signent un document disant cela, et je voulais qu'une copie de ce document arrive dans la boîte aux lettres de ma famille. Adiz a écouté mes 3 points. Elle n'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Marlowe, c'est une liste très mûre. Merci. Je veux ajouter une chose. Quand nous nous assiérons avec Karine, je veux que nous exigions également que Marnell ne poursuive aucune action contre toi, tes conseillers ou Calom Optic concernant la technologie aperture. Une décharge mutuelle complète qui te protège. Oui, faisons cela. Et Marlowe, encore une chose. Ta famille.
Quand ils vont la prendre, ça va être très laid. Es-tu prête pour cela? J'y ai pensé. J'ai pensé à la cuisine. J'ai pensé à la voix de Bennett sur le haut-parleur du téléphone. J'ai pensé à la façon dont ma mère m'avait dit que je n'étais vraiment pas triste après la remise des diplômes et comment elle s'était éloignée sans me demander pourquoi j'avais dit cela si clairement. Je suis prête pour ça depuis que j'ai 17 ans et 362 jours, a Diz. D'accord alors. Elle m'a aidé à rédiger la réponse à Karine. Elle était polie. Elle était mesurée. Elle suggérait qu'une conversation serait productive, que je serais heureuse de la rencontrer, et que je préférerais que mon conseil juridique soit présent. Je l'ai envoyé à 21h ce soir-là. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je suis allé me promener le long de la Charles River. L'eau était noire et les lumières de Boston brillaient de l'autre côté. Et je suis resté là, j'ai pensé à mon père, j'ai pensé à l'établi, j'ai pensé au sac en toile que j'avais emporté de Prescott Precision le jour de la remise des diplômes, et j'ai pensé silencieusement en regardant le ciel, on y est presque, papa. La réunion avec Karine Aveston a eu lieu le 23 avril 2026 dans une salle de conférence du bureau d'Adiz à Kendall Square. Karine est venue avec 2 personnes, un directeur juridique de Marnell nommé James Petrakelly, et Douglas Prendergast, dont la barbe avait poussé au cours des 14 mois écoulés depuis notre dernière rencontre. Et qui ne pouvait s'empêcher de me fixer comme si j'étais un casse-tête qu'il essayait toujours de résoudre. Je suis venu avec Adiz, Robert Clincessor et le professeur Marchetti, qui avait insisté pour être présente en sa qualité de conseillère scientifique. Je portais un blazer noir sur une chemise blanche. J'avais 19 ans. J'avais l'air, selon Sable à qui j'avais envoyé un selfie juste avant, de présider la réserve fédérale. La réunion était prévue pour durer 1 heure. Elle a duré 4 heures. Karine a commencé. Elle était fluide et professionnelle, et n'a pas perdu de temps. Marlo, je vais être direct. Nous avons des raisons de croire qu'une technologie développée chez Prescott Precision du temps de votre père ne nous a pas été divulguée lors de la vente. Nous aimerions en discuter. Vous avez acheté Prescott Precision, Karine. Vous n'avez pas acheté ce que j'ai construit. Elle s'est interrompue. Elle a jeté un coup d'œil à Petrakelly. Pouvez-vous préciser? Robert Clincessor a pris la parole. Il leur a présenté la chronologie. Il leur a présenté les attestations sous serment. Il leur a présenté le brevet provisoire, qu'il a tendu de l'autre côté de la table dans un dossier. Il leur a expliqué le fait que j'avais été une stagiaire non rémunérée sans contrat de cession de pays, que les composants utilisés avaient été officiellement passés en perte, que le travail avait été fait sur mon temps personnel. Et que la date d'invention documentée dans le brevet précédait la vente de Prescott Precision de plus de 2 ans. Petrakelly a lu le brevet pendant 11 minutes. Son visage n'a pas changé. Quand il a eu fini, il a reposé le dossier. Vous avez cela très bien documenté. Nous avons cela documenté d'une manière qui survivra à un procès si c'est un procès que vous voulez, a répondu Robert. Karine a levé une main. Un procès n'est pas ce que nous voulons. Marlo, laissez-moi essayer à nouveau. Nous avons investi considérablement dans Prescott Precision. On nous a dit de plusieurs côtés qu'il y avait une technologie en développement. Nous avons intégré cela dans notre offre. Cette technologie, nous pensons maintenant que c'est ce que vous appelez aperture. Nous aimerions comprendre à quoi ressemble un règlement. J'ai pris la parole pour la première fois. Karine, mon père a développé l'activité des boîtiers de capteurs. Cette activité, dans l'état où elle se trouvait le jour de la vente, est ce que vous avez acheté. Chaque actif dans les livres, chaque brevet déposé, chaque produit au catalogue. Vous avez tout eu. Ce que vous n'avez pas eu, et ce qui n'a jamais été à vous d'avoir, c'est un projet personnel que j'ai développé au lycée sur mon propre temps. Je comprends que vos vérifications aient supposé que quelque chose serait là. Cette supposition relevait de votre responsabilité. Elle n'incombait pas à ma famille parce que ma famille ne savait pas ce que je construisais. Et elle n'incombait pas à moi parce que je n'étais pas parti à la vente au sens propre. J'étais une bénéficiaire mineure dont la signature a été obtenue dans des circonstances qui, si nous voulions aller en justice, soulèveraient de graves questions fiduciaires. Je m'arrêtai. Les yeux de Karine s'étaient légèrement plissés à l'expression « de graves questions fiduciaires ». Mais je ne veux pas aller en justice. Je veux aller de l'avant. Ce dont j'ai besoin de votre part, ce sont 3 choses, une décharge mutuelle complète par écrit de la part de Marnell Holdings, nous libérant, moi,
mes conseillers, ma société Calom Optique. Et chacun de mes agents ou successeurs de toute réclamation, présente ou future, liée à la technologie Aperture. Une reconnaissance écrite exécutée par Marnell confirmant que la technologie Aperture ne faisait pas partie des actifs vendus par Prescott Precision Instruments à Marnell Holdings le 2 mai 2025. Et une copie de cette reconnaissance envoyée par courrier recommandé à l'adresse de la fiducie enregistrée pour la famille Prescott, aux soins de Denise Prescott et Bennett Aurin. Karine a cligné des yeux. Vous voulez que nous l'envoyions à votre famille? Oui. Puis-je demander pourquoi? Vous ne pouvez pas, Karine. C'est une affaire personnelle. Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a regardé Petra Kelly. Il a haussé les épaules de manière presque imperceptible. Je dois consulter, a-t-elle murmuré. Prenez la salle d'à côté. Nous attendrons. Ils ont pris la salle d'à côté. Ils ont pris 45 minutes. Quand ils sont revenus, Karine s'est assise et a croisé les mains. Nous ferons les 3 choses à une condition. Je vous écoute. Nous aimerions avoir un droit de première négociation sur toute offre d'acquisition de Calom Optique pour les 36 prochains mois. Pas un droit de premier refus. Juste un droit de première négociation. Si vous décidez de vendre, vous nous parlez en premier. Addis s'est penchée vers moi. Elle a chuchoté, c'est équitable. Ça ne te coûte rien. Ça leur donne une victoire pour sauver la face. J'ai hoché la tête. Marché conclu. Nous nous sommes serrés la main de part et d'autre de la table. Il était 15h57. Les documents ont été rédigés au cours des 2 semaines suivantes. Le 7 mai 2026, exactement 1 an et 5 jours après que ma famille eut vendu Prescott Precision, Marnell Holdings a signé la décharge mutuelle et la reconnaissance. 2 copies de la reconnaissance ont été placées dans des enveloppes. L'une a été envoyée par courrier recommandé à la maison de ma mère à Asheville. L'autre a été envoyée à Bennett Aurin à son adresse à Weaverville. Les 2 enveloppes étaient oblitérées du 9 mai 2026. Elle arriverait le lundi 11 mai. J'ai pris l'avion pour rentrer chez moi pour l'été le 10 mai. Je n'ai pas dit à ma mère quand j'arrivais. Elle pensait que j'arrivais le 15. Je suis resté chez Sable pour la première nuit. À 14h30 le lundi 11 mai, ma mère m'a appelé. J'étais assise à la table de la cuisine de Sable en train de boire du café. La mère de Sable faisait du pain. Sable faisait semblant de lire un magazine, mais me regardait attentivement. J'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Allô, maman. Marlo, j'ai reçu quelque chose par la poste aujourd'hui. Je ne comprends pas ce que je lis. Peux-tu venir à la maison? Peux-tu venir à la maison tout de suite? Sa voix était étrange. Elle était tendue et aiguë, et je ne pouvais pas dire si elle était en colère, terrifiée ou les 2. Je suis chez Sable. J'arrive dans 20 minutes. Viens à la maison, s'il te plaît. Viens. Elle a raccroché. Sable m'a regardé. Sa mère m'a regardé. J'ai posé le téléphone. Ça commence, a chuchoté Sable. Ça commence. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère, la maison que mon père avait construite. J'ai garé la Volvo dans l'allée. La Porsche de Grayson était là, couverte de poussière et paraissant plus vieille qu'il y a 1 an. Le camion de Tate était là. Le SUV de Bennett était là. Ma mère les avait tous appelés. Je suis resté assise dans l'allée pendant 1 minute entière avant de sortir. J'ai regardé la porte d'entrée. J'ai pensé à mon père. J'ai pensé au mur dans le couloir où j'avais posé ma main le jour où j'avais surpris la conversation dans la cuisine, en janvier 2025. Puis je suis sorti, j'ai gravi les marches du perron, j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis entré dans une pièce où 4 personnes m'attendaient. Ma mère tenait une feuille de papier, Bennett faisait les 100 pas, Grayson se tenait près de la cheminée les bras croisés, et Tate était sur le canapé la bouche littéralement grande ouverte. Ma mère a levé le papier. Sa main tremblait. Marlo, qu'est-ce que c'est que ça? Que as-tu fait? J'ai fermé la porte derrière moi. J'ai marché jusqu'au milieu de la pièce. J'ai regardé chacun d'eux à tour de rôle. Maman, assieds-toi. Je vais t'expliquer. Ma mère ne s'est pas assise. Elle est restée debout, tenant le papier. Bennett a arrêté ses 100 pas et s'est tourné vers moi.
Grayson a décroisé les bras et Tat a fermé la bouche. J'ai regardé le papier dans la main de ma mère. Je pouvais voir l'entête de Marnel. Je pouvais voir la signature de Karine. Où as-tu eu cette lettre, maman? Elle est arrivée par la poste. Bennett a eu la même. Marlowe, qu'est-ce que c'est? Ça dit que lorsqu'ils ont acheté l'entreprise de ton père, il y avait une technologie qui ne faisait pas partie de la vente. Ça dit que la technologie a été développée par toi. Ça dit que ça t'appartient. Marlowe, qu'est-ce que c'est? J'ai pris une inspiration. J'ai construit quelque chose, maman. Je l'ai construit dans le labo de R&D de l'usine entre 2023 et 2024 sur mon propre temps. C'est un système de capteurs. Il détecte les microfractures dans les pièces usinées. C'est très performant. C'est meilleur que tout ce que Prescott Precision vendait. Papa savait que je travaillais dessus. Il m'a encouragé à travailler dessus. Ça ne faisait pas partie des actifs de l'entreprise. C'était à moi. Et quand vous avez vendu l'entreprise, maman, vous avez vendu l'entreprise, mais vous n'avez pas vendu mon invention. Et Marnel vient de le reconnaître par écrit. Personne n'a parlé pendant un moment. Puis Grayson a ri. Ce n'était pas un vrai rire. C'était le son qu'il faisait quand il avait peur et essayait de le cacher. Attends. Tu es en train de nous dire. Tu es en train de nous dire que tu as construit une sorte d'invention dans le labo de notre père et que tu ne nous as rien dit. Et maintenant une boîte à Boston où je ne sais où pense que c'est à toi. Ça m'appartient, Grayson. C'est breveté à mon nom. Ça l'est depuis 6 mois. 6 mois. Brevet provisoire en décembre, brevet définitif déposé en mars. Bennett s'est raclé la gorge. Il essayait de reprendre le contrôle de la pièce. C'était une habitude familière. Je l'avais vu le faire lors des dîners du dimanche toute ma vie. Marlowe, ma chérie, ralentissons un peu. Si tu as développé quelque chose sur la propriété de ton père en utilisant son matériel, alors légalement, ce serait probablement considéré comme un travail réalisé pour le compte de l'entreprise. Ton père dirigeait une société. Tout ce qui est inventé dans cette société appartient à oncle Bennett, arrête. Il s'est arrêté. C'était la première fois de ma vie que je lui coupais la parole. Il m'a fixé des yeux. Je n'étais pas une employée. J'étais une stagiaire non rémunérée sans contrat de cession de propriété intellectuelle. Priya a déjà fourni une attestation sous serment confirmant que les composants que j'ai utilisés avaient été passés en perte par le service comptabilité en 2023. J'ai les registres de mise au rebut. L'invention a été documentée dans un cahier de labo personnel conservé sur un établi personnel que papa m'avait explicitement désigné comme propriété personnelle. Denny Yao, le directeur de l'usine, a confirmé cette désignation à vos acheteurs de Marnel en avril 2025 lors de leur visite. Il y a un procès-verbal de cette conversation dans le dossier d'audit. Marnel a déjà étudié cette question sur le plan juridique pendant un mois entier avant de signer la décharge. Leur directeur juridique, un homme nommé James Petra-Kelly, a personnellement examiné chaque document. S'ils avaient pensé avoir un droit, ils l'auraient fait valoir. Ils n'en ont aucun, et vous non plus. La bouche de Bennett s'est ouverte, fermée, puis rouverte. Tu as planifié ça. Oui. Tu savais. Quand nous avons vendu l'entreprise, tu savais que tu avais ça et tu ne nous l'as pas dit. Exactement, Marlowe. C'est une fraude. C'est. Non, oncle Bennett. Ce n'en est pas une, parce que je ne vous devais, ni à vous ni à Marnel, aucune déclaration. La technologie Aperture n'a jamais été un actif de Prescott Precision Instruments. Elle ne l'a jamais été. Je n'ai rien dénaturé. Je n'ai signé aucun document disant que je divulguais tout ce que je savais sur les actifs de l'entreprise. Personne ne me l'a demandé. Et même s'il me l'avait demandé, j'avais 17 ans. J'étais mineur. Je n'avais aucun devoir fiduciaire. Vous en aviez un. Maman en avait un. Grayson et Tat en avaient un parce qu'ils ont pris des sièges directs au conseil d'administration après la mort de papa. C'est vous trois qui avez fait l'audit. C'est vous trois qui avez signé les déclarations et garanties. Si Marnel avait eu une réclamation à faire, ce serait contre vous, pas contre moi. Grayson s'est assis lourdement sur le canapé à côté de Tat. Tat n'avait toujours pas parlé. Ma mère s'est effondrée dans le fauteuil. Elle tenait toujours la lettre.
Elle la fixait maintenant au lieu de me regarder. Combien? A bredouillé Grayson. Combien? Combien quoi? Combien ça vaut? Ton truc, ton invention. Je l'ai regardé. Grayson, ça n'a pas d'importance. Dis-moi juste. Un ordre de grandeur. Allez. Combien? J'ai levé 250 000 $ en fonds d'amorçage l'été dernier. Calom Optique, la société que j'ai créée, a été évaluée à environ 8 millions de dollars lors de ce tour de table. Ma participation au capital est de 65%. Nous sommes en passe de boucler une série à cet automne pour une valorisation comprise entre 40 et 60 millions de dollars. Si cela se concrétise, ma participation personnelle vaudra entre 26 et 39 millions de dollars sur le papier. Si nous cédons la société dans 5 ans selon les projections que nous avons modélisées, ma participation pourrait valoir nettement plus. Silence. Tat a enfin parlé. Sa voix était éteinte, 26 à 39 millions. Sur le papier, Tat. Rien n'est garanti. Grayson a mis sa tête dans ses mains. Ma mère a levé les yeux de la lettre. Elle m'a regardé, m'a vraiment regardé. Je ne pense pas qu'elle m'ait regardé, vraiment regardé, depuis un moment en 2024. Marlo, ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai senti quelque chose se rompre dans ma poitrine. Pas tristement, proprement. De la façon dont une corde casse quand le poids qu'elle portait allait de toute façon être trop lourd. Maman, tu te souviens de ce que tu as dit à Bennett au téléphone dans la cuisine le 27 janvier 2025? Elle est devenue blême. Je me tenais dans le couloir. J'ai entendu toute la conversation. Bennett t'a dit de signer les papiers avant mes 18 ans parce que j'étais mineur et que je ne le saurais pas. Tu as dit, je cite, mais qu'en est-il de la part de Marlo? Et Bennett a dit, on règle ça avant son anniversaire. Elle ne le saura pas tant que ce ne sera pas fait, et d'ici là, ce sera 18 millions de dollars divisés en 4 et elle nous remerciera. Et tu as dit, d'accord, maman. Tu as dit, d'accord. Ma mère a mis sa main sur sa bouche. J'ai entendu, maman. Et j'ai décidé, en me tenant dans ce couloir, que je n'allais pas me battre avec vous pour l'entreprise parce que vous gagneriez. Vous aviez les voix. Tu avais la tutelle. Vous aviez Bennett. Mais j'ai décidé que je prendrais ce qui m'appartenait. Papa m'a répété une chose sur l'usine toute ma vie, il m'a dit que la chose la plus précieuse dans ce bâtiment, ce n'était pas les machines. C'était les idées. Il m'a dit qu'une machine pouvait être remplacée du jour au lendemain. Une idée, si c'était la bonne idée, pouvait bâtir toute une nouvelle entreprise. Il savait sur quoi je travaillais. Il m'a soutenu. Il m'a protégé. Il a mis des clauses dans la fiducie pour me protéger. Il a demandé à Priya, à Denny et à Marvin de veiller sur moi. Il savait, maman. Il savait ce que vous feriez. Bennett a fait un pas en avant. Son visage était rouge. Bon, attends un peu, Marlo. Tu n'as pas le droit de... Oncle Bennett, assieds-toi. Il s'est assis dans le fauteuil près de la fenêtre. Il a regardé ses mains. Tu m'as dit trop jeune pour comprendre les affaires. C'est ce que tu as dit à ma mère. C'est ce que vous avez dit à Grayson et Tat. C'est ce que vous vous êtes dit à vous-même pour pouvoir dormir la nuit pendant que vous m'effaciez de l'entreprise de mon père. Vous vous êtes trompé. Je comprenais les affaires. Je les comprenais mieux que quiconque ici. Je comprenais qu'une entreprise, ce ne sont pas des machines et des bâtiments. C'est ce que les gens construisent à l'intérieur. Et j'ai compris quelque chose qu'aucun de vous n'a compris, j'ai compris que mon père n'était pas seulement un homme d'affaires. C'était un professeur. Et j'étais la seule élève qu'il ait jamais vraiment eue. J'ai regardé Grayson. Grayson pleurait, sans faire de bruit, mais des larmes coulaient sur son visage. Grayson, tu as dit à l'équipe d'audit de Marnell que papa travaillait sur quelque chose de grand. Tu leur as dit ça en février 2025, cette remarque était dans le rapport d'audit. Marnell a valorisé 2,4 millions de dollars dans l'affaire sur la base de cette remarque. Tu le savais? Il a secoué la tête. Vous n'avez pas fait l'audit pour savoir ce que vous vendiez. Tat non plus. Bennett non plus. Maman non plus. Vous avez tous les 4 vendu quelque chose pour 18 millions de dollars et vous ne saviez même pas ce que vous aviez. Vous m'avez dit trop jeune pour comprendre les affaires,
et ensuite vous n'avez pas compris l'entreprise vous-même. Moi, je l'ai comprise, et je suis parti avec la chose dont vous ignoriez l'existence, et nous voilà. La pièce était silencieuse. Je m'assis pour la première fois sur le pouf près du fauteuil de ma mère. Je l'ai regardée. Elle tenait toujours la lettre. Maman, je t'aime. Vraiment. J'ai aimé papa plus que quiconque au monde, il t'aimait et tu l'aimais, et cela va devoir suffire entre toi et moi pendant un certain temps. Mais j'ai besoin que tu entendes quelque chose. Tu ne m'as pas protégé l'année dernière. Bennett ne m'a pas protégé. Grayson et Tat ne m'ont pas protégé. Papa l'a fait. Et donc je vais passer le reste de ma vie à protéger ce qu'il a construit avec moi. Voilà qui je suis. Je ne suis pas trop jeune pour comprendre cela. Je ne l'ai jamais été. Ma mère a pleuré et a pris ma hand. Je l'ai laissé faire, mais je n'ai pas serré la sienne en retour. Je suis resté chez Sable à Asheville pendant 3 semaines. Ma mère et Grayson ont souvent appelé. J'ai rencontré Grayson dans un restaurant. Il avait vendu sa Porsche et a avoué qu'il avait entendu tout ce que j'avais dit dans le salon. Il m'a dit que Tat avait dilapidé son argent et que Bennett faisait de mauvais investissements. J'ai dit à Grayson de rester à sa place et d'arrêter de parler au nom de la famille. Il a révélé que notre père savait que c'était moi qui construirais de grandes choses. J'ai dit à Grayson de dire la vérité pour son propre bien. Nous nous sommes quittés en bons termes. Tat s'est présenté ivre et a demandé $100 000. J'ai refusé, mais j'ai proposé de payer une cure de désintoxication. Il a accepté et est allé dans un centre. J'ai parlé à ma mère et lui ai expliqué que j'avais caché mon invention parce que je ne lui faisais pas confiance pour tenir tête à Bennett. Elle a pleuré et a avoué qu'elle ne m'avait jamais vu de la même manière qu'elle voyait mes frères. J'ai serré sa main en retour. Elle a promis de faire des efforts. Je suis reparti à Boston. Callum Optic a levé $14 millions pour une valorisation de $52 millions. Ma participation théorique valait $33,8 millions. J'ai gardé les chiffres exacts secrets pour ma famille. L'entreprise a grandi et a ouvert un nouveau centre. J'ai pris trop de cours à la faculté, j'ai attrapé la mononucléose et j'ai dû ralentir. J'ai eu 21 ans et j'ai reçu une photo encadrée de mon père et moi. Bennett a déposé le bilan, mais ma mère a enfin arrêté de lui donner de l'argent. Nous nous parlons désormais tous les dimanches. Grayson a commencé un diplôme en gestion des affaires. Tat a fini sa désintoxication, est resté sobre et a trouvé un emploi. Karine Aveston et Marnell Holdings n'ont jamais acheté Callum Optic. Ils ont pris leur droit de première négociation au sérieux. Ils ont fait une offre. C'était une bonne offre. C'était pour beaucoup d'argent. J'ai dit non. Je l'ai dit poliment. Adiz a dit non plus poliment encore dans la lettre de suivi. Karine a compris. Elle m'a envoyé une carte de vœux l'année suivante avec un mot manuscrit qui disait « Vous avez eu raison de dire non. Continuez à construire, Karine. » Je la garde dans le tiroir de mon bureau à côté de la photo de mon père. Marnell a rebaptisé Prescott Precision sous le nom de Marnell Fletcher Industries fin 2026. Le nom Prescott a disparu du bâtiment. L'enseigne a été retirée en octobre. Je le sais parce que le père de Sable est passé devant en voiture et m'a envoyé une photo. J'ai regardé la photo pendant un long moment. Puis j'ai fermé le téléphone et je suis retourné travailler. Le nom de mon père n'est plus sur un bâtiment. Il est sur une entreprise que j'ai construite. C'est la version avec laquelle je peux vivre. Parfois, la nuit, quand je n'arrive pas à dormir, je pense à la fille que j'étais le 27 janvier 2025. 17 ans, debout dans le couloir de la maison de son père, écoutant sa mère accepter de l'effacer de son propre héritage. Je pense au mur qui était froid sous sa main. Je pense à la façon dont elle est montée à l'étage sans faire de bruit. Je veux lui dire quelque chose. Je sais qu'elle ne peut pas m'entendre, mais je veux lui dire quand même. Je veux lui dire que s'entendre dire qu'on est trop jeune pour comprendre n'est pas une blessure. C'est un miroir. Cela vous montre qui vous regarde en refusant de vous voir. Et une fois que vous savez qui sont ces personnes, vous pouvez arrêter d'essayer de les convaincre et vous pouvez commencer à bâtir la vie que elle disait que vous ne pouviez pas bâtir. Je veux lui dire que son père savait, qu'il avait mis des gens en place pour la protéger, qu'il avait rédigé des clauses dont elle ignorait l'existence, qu'il lui avait laissé l'établi, les outils et la permission de faire quelque chose qui lui appartienne.
Je veux lui dire que la famille qu'il a effacée d'un morceau de papier ne peut pas l'effacer de sa propre vie. Que les noms sur les documents comptent, mais que les noms sur les inventions comptent davantage. Qu'une signature peut être imitée, mais qu'un prototype fonctionnel ne le peut pas. Je veux lui dire qu'elle va sortir de cette usine le jour de la remise des diplômes avec tout ce qui compte vraiment dans un sac en toile venant d'une journée portes ouvertes, et que 11 mois plus tard, une femme en tailleur noir va lui envoyer un email depuis un hôtel de Boston et qu'elle sera prête. Je veux lui dire par-dessus tout que les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes que l'on verrouille de l'intérieur pour pouvoir décider de qui l'on laisse entrer. Que la famille ne se définit pas par le sang. Elle se définit par qui vous protège quand vous protéger est inconfortable. Que la valeur personnelle n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut vous tendre. C'est quelque chose que l'on construit comme un ingénieur construit un capteur, pièce par pièce, sur son propre temps, avec des pièces de réclamation s'il le faut, jusqu'à ce que cela fonctionne. Je veux lui dire qu'elle va aller bien. Elle va aller beaucoup plus que bien. Si l'on vous a jamais dit que vous étiez trop jeune, trop petit, trop silencieux, ou trop quoi que ce soit pour mériter ce qui était déjà à vous, je veux que vous sachiez que les personnes qui ont besoin de vous rapetisser vous disent quelque chose sur elles-mêmes, pas sur vous. Les morceaux de votre vie qui comptent le plus ne sont pas ceux que quelqu'un d'autre peut céder un mardi à l'encre bleue 3 jours avant votre anniversaire. Ce sont ceux que vous construisez dans les coins des pièces où personne ne regarde, les nuits où personne ne pense que vous travaillez, avec les outils que quelqu'un qui vous aimait a laissés derrière lui. Continuez à construire. Gardez le cahier. Gardez l'établi. Ne laissez personne vous dire ce que vous êtes trop jeune pour comprendre. Et si cette histoire vous a touché aujourd'hui, si une partie vous a semblé familière, laissez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent vous trouver et partager votre propre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis. Vraiment. Chaque famille a son couloir.